va commencer tout doucement pour ne pas prendre de retard. Il nous manque une participante, mais j'espère qu'elle va arriver, mais on va commencer, je pense qu'elle nous excusera pour ne pas prendre trop de retard. Alors, cette deuxième session, alors j'ai pas pris la parole justement juste sur la session avant. Alors d'une part, merci beaucoup d'avoir été là, ce panel était intéressant, et en fait, je vais faire le lien entre les deux, parce qu'en fait, je savais que quand... alors en effet, c'est un peu dans mon ADN, et s'il y a ces sessions-là, j'en assume un peu la responsabilité. Et quand j'ai voulu, les gens ont voulu y participer, mais quand j'ai voulu organiser ces sessions, je savais que j'allais avoir quelques retours de flamme, et j'allais dire, les discussions ont commencé déjà par mail interposé depuis, avec, j'allais dire, d'un point de vue de la gente féminine, deux types de réactions qui ont été dites tout à l'heure. En effet, bravo, merci l'AFC de mettre ce sujet à l'honneur. C'est un exemple pour les autres sociétés savantes. Enfin, voilà, des remerciements, j'allais dire, d'en parler. Et puis d'autres... alors, je ne comprends pas le sens des tables rondes, donc chirurgienne et mixité. Si l'on parle de l'exercice de la chirurgie en France ou en Europe, la majorité des étudiantes en médecine sont des femmes, et mathématiquement elles seront très présentes dans le domaine de la chirurgie. Bien que cette démarche parte d'une bonne intention, elle est totalement obsolète, elle aurait dû avoir lieu il y a 50 ans. Elle est même stigmatisante et blessante. Alors ce n'était pas du tout ma volonté, et je le dis là clairement. Voilà, donc ce genre de réaction que j'avais aussi. Et puis il y a eu des réactions, et c'est pour ça que j'allais dire que la réflexion sur le nombre d'hommes dans cette assistante, et les réflexions de Guillaume, de Marc sur en fait quel est le reflet, comment on interroge, est-ce que je suis machiste, je sais pas. C'était aussi, j'allais dire, la volonté, la mienne, d'avoir ces débats-là, pas tellement que pour les femmes, mais pour les hommes, pour nous les chirurgiens, et pour que on aborde ce sujet-là et que nous, on ait une réflexion, si on ne l'a pas, et qu'on ait une vision différente. Voilà, donc un peu les motivations, les réactions. Et donc, j'allais dire, alors je vais vous laisser vous présenter, je vous remercie d'être là. Et alors justement, est-ce que aujourd'hui, c'est pas un problème, mais est-ce qu'il y a débat ou il n'y a plus débat? Et la deuxième question, est-ce que c'est un débat qui doit être mené, laissé à la gente féminine, ou est-ce que c'est à quelqu'un, chirurgien, pour nous, enfin voilà, d'un homme, d'essayer de mener ce débat-là, où on doit rester un petit peu en dehors et vous laisser mener comme bien vous voulez. Alors je n'aime pas non plus ce combat, mais en fait cette discussion de tous les jours à mener. Voilà, donc pour débuter. Donc... bonjour à tous, moi je suis le docteur Adama Sedou, je suis chirurgien digestif, je viens du Niger, je travaille dans un hôpital de 3e niveau à Niamey, l'hôpital général de référence. Je suis le chef de service de chirurgie générale et digestive, je suis également le chef de département de chirurgie et spécialité chirurgicale. Donc, merci de m'avoir invité à ce débat. Première chirurgienne digestive du Niger. Oui, première chirurgienne au Niger. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors moi déjà je suis très honorée parce que Patrick Pessot aurait pu avoir un autre souci aussi, hormis le fait de faire une table ronde sur les femmes, c'est d'inviter quelqu'un du privé, en fait, qui ne soit pas chirurgienne sur cette table ronde. Et c'est un sujet qui me tient très à cœur. Donc, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la table ronde d'avant, parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Et comme je l'ai dit hier à Patrick Pessot, pour moi, c'était pas envisageable de faire cette table ronde sans assister à la précédente, parce que je pense qu'elles sont extrêmement liées.
comme tu l'as dit. Moi, je suis Laurence Contarassus. Je suis depuis février General Manager pour une très grande zone chez General Electric Healthcare, la France, la Belgique, le Luxembourg et toute l'Afrique francophone qui a 27 pays. Donc la mixité, c'est un sujet en effet extrêmement présent dans ma nouvelle zone. Je vous connais tout particulièrement de mon précédent poste, en fait, où j'étais chez Medtronic et j'ai été pendant plus de 6 ans, en fait, présidente pour Medtronic France. Donc pour ceux qui ne font pas le lien, c'est covidien, hein, c'est comme ça que je vous connais. Et j'ai fait 20 ans dans cette société où, bien évidemment, j'ai été la plus jeune manager au comité de direction dans ma précédente société, qui était Boston Scientific. Et là, je ne reviendrai pas sur les anecdotes, mais en effet, à cette époque-là, c'était un vrai sujet. Et quand je suis rentrée chez Medtronic, j'étais la seule femme manager au sein de 125 personnes, qui étaient évidemment tous des hommes. Très longtemps, c'était pas un sujet pour moi. Je me suis même cachée. Aujourd'hui, j'ai un tailleur rouge et je suis très contente de voir que vous avez un tailleur jaune. J'étais plutôt essayé de me fondre au sein de tous les hommes. J'ai moi-même fait aussi des réflexions, j'allais dire, parce que j'étais pas très à l'aise quand un de mes managers à l'époque m'a dit très heureuse Laurence que tu sois la femme au sein de notre groupe, et évidemment je l'ai fait rougir en lui disant j'espère que je ne suis pas là parce que je suis une femme, et je pense qu'on a évidemment plein d'anecdotes comme ça. J'ai vraiment décidé de prendre ce sujet en main quand j'ai pris la direction de Medtronic France, à un moment où toutes les femmes de mes équipes, comme pour vous, hein, il y a plus de 50% de femmes qui font des études de médecine, dans des sociétés comme General Electric, comme Medtronic et tous les grands groupes, il y a 50-50, il n'y a pas de différence, j'allais dire, au niveau de l'ensemble des employés. La différence, elle se sent évidemment quand on commence à vouloir monter les échelons. Et là, à ce moment-là, toutes les femmes sont venues me voir en me disant « Écoute, maintenant que tu es là, s'il te plaît, aide-nous. On a besoin de toi, tu as toujours été super avec nous, mais on a aussi besoin que tu nous aides à comprendre comment on peut faire pour qu'il y ait plus de femmes aussi à tous les niveaux dans la société. » Et alors, si on fait le parallèle, c'est exactement ce que vous avez discuté avant. Hein. Et surtout, j'ai essayé de le faire en restant moi-même. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que tous les sujets que vous avez discutés tout à l'heure, ils m'ont beaucoup touchée. Quelques personnes peuvent me dire que, par exemple, j'ai trop d'empathie. Ah, c'est quelque chose qui est choquant. Est-ce qu'on ne doit pas avoir trop d'empathie quand on est d'une femme? Est-ce qu'un homme ne doit pas en avoir? Et sur les sujets là qu'on va discuter, mixité, parité, j'ai aussi beaucoup aimé ce que vous avez discuté et on reviendra dessus. Donc oui, je pense que c'est toujours un combat. Le mien, c'est, j'ai 2 filles, j'ai un ami qui a 3 garçons. J'aimerais que ce soit plus un sujet pour nos enfants. Je suis quelqu'un qui pense énormément patient. Je pense que dans tout ce que j'ai fait dans l'industrie, c'est toujours en ayant le sens du patient. Et bien moi, j'aimerais que ce ne soit plus un sujet pour nos enfants d'être une femme ou d'être un homme, mais aussi de ne pas être noir, d'être blanc, d'être gris, si on a un handicap, merci pour le boulet accroché au pied. J'ai une fille qui est dysorthographique, dyslexique. Comment s'assurer aussi que ces enfants qui ont énormément de qualité puissent aussi faire ce genre de poste. Donc vraiment la mixité. Est-ce qu'on a besoin de la parité? Donc très contente de discuter de tous ces sujets avec vous. Et alors, ma question, est-ce que c'est un sujet réservé à la prise des femmes, ou est-ce que justement à nous aussi d'introduire, parce que voilà, d'introduire comme dans nos services, alors j'ai entendu chef de service qui met ça, mais la discussion, est-ce qu'on doit s'immiscer, ou c'est à vous de le gérer avec la vitesse, avec la hargne, l'enthousiasme, enfin vous-même, et que l'on doit rester plutôt en dehors de cette discussion? Oui, Monsieur Pessot, tout à l'heure on l'a dit, hein, beaucoup de femmes l'ont dit, ça ne doit plus être un combat, ça doit venir aussi de vous, ça doit venir de tout le monde autour, cette parité et cette mixité. Et sincèrement, demain, ça ne peut plus être un débat. Il faut que ça soit uniforme. Il faut que ça soit juste un réflexe. Il faut que ça soit naturel.
Moi, par exemple, j'ai passé ma vie, au tout début où je n'avais pas compris, à me défendre, à me mettre une carapace, parce que je suis seule au milieu des hommes. Au cours de mon internat de spécialisation, là où j'ai commencé à prendre confiance, c'est quand je vois que je suis avec un binôme sur une garde. Par exemple, si au cours de la garde, en fait, le matin, il y a le staff, et que moi, je me retrouve avec 11 dossiers à présenter et que mon binôme a un seul dossier, je pense que si ça aurait été le contraire, ça allait être un grand problème. Parce que je m'engage, je suis impliquée, je suis tout le temps sur le lieu aux urgences, c'est-à-dire le patient arrive, tu le reçois, c'est toi qui as le dossier. Bon, c'était peut-être aussi une question de responsabilité et d'éducation. Mais moi, je me suis retrouvée à plusieurs fois essayer de me justifier, essayer de me protéger, essayer d'expliquer que... Mais maintenant, sincèrement, j'ai beaucoup changé par rapport à ça, parce que grâce à mes responsables, j'ai appris à prendre confiance. Et par exemple, chez nous, vous savez, la société est vraiment conservatrice. Vous recevez peut-être un patient, depuis que j'étais étudiante, vous recevez un patient quand j'étais en stage en neurologie. Il y a des grandes personnalités quand elles arrivent, traditionnelles. Ils veulent qu'avec le chirurgien qui est urologue, ils veulent que la femme sorte de la salle. Alors là, c'est là où je donc tire le chapeau à mon patron. En ce moment, il sort même de la salle. Il dit, je vous laisse avec l'étudiante, c'est elle qui va vous examiner. Donc actuellement, je reçois le patient et j'essaie de le mettre à l'aise, parce qu'il y a certaines personnalités quand même, ils sont assez pudiques. Surtout nous, on a quand même une tranche de population, les gens sont assez pudiques, il faut les mettre à l'aise. Il faut essayer d'être au-dessus, tout en respectant l'autre qui est là. Et je pense que c'est avec ça que moi, j'arrive à m'en sortir sur ce travail. Maintenant, face à mes collègues, c'est vrai, là aussi, j'ai arrêté de me battre. J'ai arrêté de me battre parce que il faut juste s'imposer. Il faut juste prendre ses responsabilités. Il faut partager. J'avance beaucoup la communication dans mes activités, surtout mes activités de chef de service. Je suis accessible, je partage la responsabilité, je partage la prise de décision. Et c'est là où les choses sont un peu plus faciles pour moi. Maintenant, pour parler d'une manière générale de cette parité, je pense qu'on est un petit peu loin d'être qu'il y ait cette parité dans les équipes de bloc opératoire. Pourquoi je dis cela? Si on prend d'une manière générale, mon hôpital a 53% en ressources humaines de femmes. Et là, quand je suis un peu rentrée dans les détails, c'est plutôt les infirmières. Il y a beaucoup plus d'infirmières chez nous que des infirmiers. Donc maintenant, quand on rentre un peu plus dans le détail au bloc opératoire, entre IBOD et les techniciens en anesthésie, on est un peu loin d'avoir la parité. Et ne parlons même pas de la chirurgie, puisque je suis actuellement la seule femme chirurgienne dans mon hôpital, qui est quand même un grand hôpital de 500 lits. Et bon, comme je l'ai dit, j'ai appris à me protéger, à rester vraiment humble, et puis à m'en sortir avec mes collègues qui sont quand même pas trop loin d'être machistes. C'est pour ça que j'ai dit je vais quand même reprendre ces questionnaires une fois arrivé chez moi, et j'aimerais bien avoir l'avis des autres, parce que c'est pas forcément que les gens viennent vous le dire en face. Et le plus souvent, les gens ne vous le disent pas en face, mais vous comprenez parfois dans certaines réactions que voilà, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision. Voilà. Alors moi, j'ai mis assez longtemps à me rendre compte d'une chose. Pourquoi est-ce que j'avais réussi, en fait, quelque part, à survivre dans un monde d'hommes ? Et paradoxalement, je me suis dit que la raison, c'était pas la bonne. La raison, c'est parce que j'ai été élevée par un papa. Je n'avais pas de maman. Donc, quelqu'un l'a partagé tout à l'heure. Quand on a un modèle masculin, je crois que tu l'as partagé, en effet, on ne se pose pas de questions.
Mon père, il m'emmenait couper du bois, il m'emmenait faire le jardin, il me faisait porter des parpaings. Enfin, voilà, ça n'a jamais été une question pour moi. Est-ce que je dois faire de la couture ou est-ce que je dois aller jardiner ? Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre, parce que si on n'a que des femmes, en fait, qui ont ce genre de vécu, on ne va pas y arriver. Ayant toujours travaillé dans des sociétés américaines, je pense que, et M. Prudhomme tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire, c'est peut-être de benchmarker ce qui se fait. Et dans les sociétés, il y a des gens qui sont par exemple responsables de la diversité, de l'inclusion, et qui réfléchissent à comment on peut éviter tout ça. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas uniquement au niveau des études de médecine, c'est bien avant. Donc là déjà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ? Il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que c'est tous ensemble. Et que c'est pas uniquement les femmes. Et à la limite, ce que j'aurais presque aimé avoir là aujourd'hui, c'est ne pas reproduire ce qu'on a aussi reproché à beaucoup de tables rondes avant, en fait, c'est d'avoir que des hommes. Donc si on pouvait avoir des tables rondes mixtes, ce serait bien. Moi, dans mon quotidien, je réfléchis à tout ce que je fais avec mes équipes, d'avoir de la mixité. Donc des jeunes, des seniors, des origines différentes, des profils différents. Si on fait de la chirurgie en Afrique, c'est pas forcément la même chose, à mon avis, que dans un pays européen. D'où on vient. Je pense que si on s'est battu pour faire des études de médecine, que par rapport à si on a eu un parent où les deux étaient médecins, je suis sûre que c'est pas non plus exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a un peu une réflexion constante pour qu'on ait de la mixité. Et la mixité, c'est l'affaire de tous. Ça, moi, j'en suis absolument certaine. Et je pense aussi qu'on peut apprendre des uns et des autres. On fait tous des erreurs, mais par contre, on progresse. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans les sociétés. On travaille beaucoup sur les biais cognitifs. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Et quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, par exemple, quand on fait du recrutement. Si on n'a pas 60% de CV féminins, nous n'avons aucune chance d'avoir un élément féminin recruté. Ça peut faire peur. Mais ça veut dire quoi ? Que dans les entreprises, on se force à aller chercher des CV féminins. Sinon, on n'a aucune chance d'avoir une personne, une femme. Ça peut faire très peur, mais c'est une réalité. Et un autre sujet aussi qui me tient à cœur, que vous avez discuté ce matin, c'est comment on arrive à passer cette barrière qui est difficile. Il y a un moment, en fait, les enfants, c'est aussi lié avec le sujet économique. On retrouve aussi la même chose dans l'industrie, c'est sur tous les postes intermédiaires. Évidemment, quand on est professeur, là, c'est plus un problème de prendre une garde à domicile. Quand on est interne, c'est extrêmement compliqué. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Et là encore, c'est pas uniquement quand les femmes vont se battre toutes seules qu'on va y arriver. Et on doit avoir les administrations au sens large, j'allais dire, en ce qui vous concerne, et les sociétés pour travailler là-dessus, et bien sûr le gouvernement aussi. Et peut-être un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde tout à l'heure. Est-ce que la responsabilité de s'occuper des enfants, c'est simplement des femmes ? Certainement pas. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été mises aussi en place. Donc je pense que là aussi, c'est aussi intéressant de travailler sur ces sujets. Alors, on va donner la parole, mais en effet, quand tout à l'heure la session juste d'avant, mais quand on parle mixité, en fait, on met le doigt dans quelque chose qui est en effet plus global, qui est la diversité, c'est-à-dire comment dans nos institutions, dans nos structures, on sort du moule que l'on voudrait être, et donc comment on fait rentrer la diversité. Et la deuxième chose, c'était toutes les problématiques, en effet, de garde d'enfants, de la qualité de vie au travail est devenue pas un problème, est devenue une vraie question prégnante. Et en effet, mais les internes, j'en parlais hier soir, entre nous, en disant en effet, maintenant le choix des internes, alors qu'ils soient, quel que soit leur genre, en effet, c'est comment ils vont exercer leur métier, la qualité de vie, le mode où ils veulent l'exercer, c'est en effet, est-ce qu'il va y avoir des crèches, est-ce qu'il va y avoir une organisation sociale adaptée, et quand on parle en effet mixité, c'est pas juste un problème, de féminisation, si je puis dire. Donc est-ce que c'est une vision personnelle, ou est-ce qu'en effet, quand on disait tout à l'heure il faut être ensemble sur l'ensemble
globalement, collectivement, mais en plus travailler sur une vision RSE, si on veut faire moderne, responsabilité sociétale des entreprises, globale et pas juste le genre. Et après, je vous laisse parler, puis après on va commencer les tours de table s'il y a des questions. Dans une entreprise. Je peux prendre pour commencer, dans un gros Alors, groupe, comment vous travaillez très clairement. La question. Ouais, comment travailler la question? Alors moi, comment je l'ai travaillé jusqu'à présent, en effet, et j'ai eu la chance d'être aussi responsable de la diversité et de l'inclusion au niveau donc qui est mis sur une très grande zone. Et ça a l'avantage de ne pas être clivant et de ne pas justement focaliser sur l'élément féminisation versus masculin. Parce qu'il n'est pas là le sujet, en fait. Le sujet pour vous, c'est comment on fait de la chirurgie, comment on fait mieux de la chirurgie, comment on évolue, comment on travaille avec les nouveaux outils, comment on va travailler différemment avec les patients. Et ça, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de mixité. Plus on va être différent à travailler sur ces sujets, plus on trouvera les bonnes solutions. Et dans l'entreprise, c'est vraiment comme ça qu'on va intégrer ce point-là. L'inclusion, pourquoi l'inclusion? Parce que prendre des gens qui ont des profils un peu différents de ce qu'on a l'habitude, et je pense qu'on peut, si on est honnête, pour l'ensemble des hommes qui sont souvent ensemble. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été des fois très frappée, et je suis sûre que c'est le cas pour toutes les femmes, quand on a des discussions autour d'une table à le rugby, le football, comment on se positionne? Ça, c'est aussi de la diversité, comment intégrer en fait dans une discussion des sujets qui peuvent être des sujets pour tout le monde, par exemple. C'est ça aussi l'inclusion. Il y a cette mixité, c'est le progrès. Et pour être certain d'avoir de la mixité, il faut avoir de l'inclusion, donc il faut aussi réfléchir. Et si on reprend, si on veut boucler, ça ne peut pas être que le problème d'un groupe de femmes, et ça ne peut pas être le problème qu'un groupe d'hommes. Donc il faut être beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nawel Bakrim, donc je suis chirurgien. Ça ne marche pas le micro. Excusez-moi. Ce que j'ai entendu dans vos deux témoignages, Dr Saïdou et Madame Contarassus, c'est qu'en fait, il y a un rôle important dans l'attitude, dans la façon de se comporter, dans l'interaction qu'on a avec ses collègues, si l'on veut persister dans un milieu et ensuite progresser. Et donc ma question s'adresse à vous, Madame Contarassus, c'est d'un point de vue individuel, quelle est la place que vous donnez, par exemple, au coaching pour permettre aux femmes d'adopter la bonne attitude, de savoir, ou en tout cas d'obtenir les clés pour pouvoir progresser et avancer dans leur carrière? Excellente question. Qui pourrait d'ailleurs faire une table ronde, parce que le coaching peut être beaucoup débattu. Est-ce qu'on a besoin de coaching? Est-ce qu'on a besoin de mentoring? Donc ça pourrait presque être une autre table ronde. Alors pour moi, le coaching est indispensable, mais pas uniquement pour les femmes. Encore une fois, je pense que le coaching, il est pour l'ensemble des personnes, et ça va être aussi pour les hommes. Le mentoring, c'est la même chose. Après, le coaching, il doit être adapté aux personnes, et même si ce matin, tout à l'heure, excusez-moi, on a dit qu'il y avait des points communs aux femmes, je pense que c'est pas complètement vrai, et je crois que vous l'avez aussi débattu. Il y a des femmes plus dures que d'autres, il y a des femmes plus empathiques que d'autres, il y a des femmes plus timides, mais il y a aussi des hommes plus timides. Moi, je pense toujours plutôt globalement à la société. Et j'ai la chance d'avoir des enfants, de donner aussi beaucoup de mon temps à l'éducation, parce que je pense que l'éducation participe, et le coaching, c'est une forme aussi d'éducation. Et ce dont ont envie les jeunes est très différent de ce qu'on avait, nous, envie. Cette notion du travail, c'est pas la même. Donc, par exemple, ça, c'est des notions dans le coaching qu'il faut vraiment aborder, dans le mentoring aussi, parce que le risque, par exemple, je vais vous donner un exemple, d'avoir un mentor qui soit beaucoup plus âgé, qui a toujours beaucoup travaillé toute sa vie, mais qui n'a jamais mis cet équilibre personnel, professionnel dans sa pensée, ça peut être très déstabilisant. Donc, le coaching, oui, le coaching pour tout le monde, et un coaching adapté.
Dans l'entreprise, on dit toujours, si le courant ne passe pas avec son coach, il faut arrêter, il faut mieux changer. Et le mentoring, c'est pareil. J'allais dire que le mentoring doit être un vrai mentoring et pas quelque chose de politique. Ah, j'ai été mentoré par telle personne. Excusez-moi, je suis toujours très directe, donc je ne vais pas changer avec vous. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, pas plus avec vous aujourd'hui qu'avec mes équipes. Je suis là pour apporter des solutions à la santé, apporter des solutions à nos patients. Et je pense que quand on a ce type de discussion, tout est lié en fait. Et c'est pour ça que j'avais plaisir à venir, parce que ce sont des sujets où on peut travailler ensemble. Donc oui, il faut faire du coaching, il faut avoir le coaching adapté au bon moment. Et le coaching n'est pas simplement un élément, j'allais dire, du supérieur hiérarchique. Il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit demandé par la personne, comme pour le mentoring. Et je suis sûre que vous avez aussi certainement des expériences intéressantes à partager. Oui, tout à fait. Je me rallie vraiment à ce que vous avez dit, mais j'aimerais juste rajouter que il y a le fait de toujours mettre en avant, de mettre quelqu'un en confiance, ça rassure. Ça rassure. Il faut le mettre en confiance. Il ne faut pas dénigrer son travail. Il ne faut pas, parce que c'est une femme ou c'est un homme, il faut toujours, en fait, il faut toujours que la personne sache que voilà, vous la mettez en confiance, et je pense qu'elle-même, elle va prendre conscience de ce qu'elle fait et valoriser son métier. Tout à l'heure, donc, j'ai voulu revenir un peu sur une anecdote. En 2015, on était en train d'opérer un patient qui avait fait plus de 20 ans, 30 ans, c'est un exodant qui ne vivait pas dans le pays au Niger, qui vivait en Côte d'Ivoire. Et même nous, on ne s'était pas rendu compte. C'était sur une rachianesthésie, donc il était conscient, on discutait un peu. En même temps qu'on opérait, c'est lui qui nous a fait la remarque. Il disait, sincèrement, mon pays a beaucoup changé, parce que là, je me retrouve à être opéré par 2 femmes. Et il s'est fait que le jour-là, l'anesthésiste, la technicienne en anesthésiste, c'était une femme. Bon, les médecins anesthésistes, excusez-moi, mais ils ne restent pas toujours dans la salle. Hein. Après l'induction, ils sortent. Donc, il s'est fait qu'on s'est retrouvé 3 femmes en train d'opérer quelqu'un. Et sincèrement, j'étais fière. Et depuis ce moment, c'était un déclic. Et à chaque fois que je suis dans une salle, j'essaie de voir la parité, de voir la mixité. Et effectivement, vraiment, on a, nous, encouragé beaucoup d'infirmières à embrasser cette carrière, à venir donc enrichir donc, les ressources humaines au bloc. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est vrai que c'est un travail. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer par rapport à cette parité et aussi à cette mixité. Et même en chirurgie, 6, c'est vrai, le chiffre est très, très peu, mais je vous assure que d'ici 10 ans ou 15 ans, ça va se multiplier à plus. Parce que tout simplement, les gens qui nous entourent, certes, on ne le sent pas qu'ils nous prennent comme des femmes ou autres. Moi, en tout cas, je me sens à l'aise, mais j'aimerais bien quand même avoir l'avis de mes compatriotes par rapport à notre travail. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, tout à l'heure, on a commencé à aborder un peu... dans le nombre est une chose, mais après, en effet, quand on monte dans la hiérarchie, le nombre diminue. Dans la médecine, c'est retrouvé dans toutes les professions. Et donc, il y a eu, tout à l'heure, abordé la notion possiblement de quota. Voilà. Est-ce que, alors, voilà, est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un moment, une politique volontariste pour passer un peu ce plafond de verre et que justement la représentativité soit là, le leadership soit là et voilà. Est-ce qu'il faut passer par une politique globale de contraintes et de forcer un peu le passage ou pas du tout? Donc ça a été un peu abordé juste avant. Donc votre vision et puis votre pratique toujours dans un grand groupe, au moins dans 2 grands groupes de l'industrie, comment la politique est menée vis-à-vis de ces sujets-là.
puis après, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Enfin, oui, en fait, je me pose parfois la question, pourquoi même ce terme de quota? Pourquoi? Parce que, pourquoi on est arrivé à ça? Parce que ça devrait être égal depuis. Aujourd'hui, on est quand même en 2021, on ne doit plus parler de quotas, ça doit être égal. Aujourd'hui, même chez nous, où, comme je disais, la société est conservatrice, l'éducation de la fille est beaucoup encouragée, ça devrait être égal. Je pense que le travail des politiciens doit être en avant. On ne peut pas être les seuls à se battre. Ça doit aussi venir des décideurs, des politiciens. Et ce terme, vraiment, ça doit plus exister parce que ça doit être pour moi naturel. Ça doit être naturel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur où il n'y a pas de femmes. Donc, les femmes doivent prendre confiance en elles et s'intégrer partout où elles veulent se développer. Et ça doit disparaître, je crois. Et il y a beaucoup de choses à faire, surtout chez nous. Alors j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez, parce que les femmes doivent... Non, je pense que la société globalement... Alors moi, j'ai été très longtemps contre les quotas, pour tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on doit être là parce qu'on doit avoir un quota de 50% Est-ce qu'on doit être là parce qu'on a une femme? Et puis en fait, j'ai complètement changé d'avis, en fait. J'espère simplement que ça doit être que transitoire. J'ai malheureusement quelques doutes, et je vais revenir dessus après. Dans les études de médecine, il y a en général 60% de femmes. Vous avez partagé 22% de chirurgiennes. Je viens d'une société chez Medtronic où l'objectif c'était 40% de vice-présidents. C'était le même taux, hein, je ne vais pas vous faire peur, mais c'était autour de 20%, 18% de femmes. Donc le problème, il est absolument partout. Chez General Electric, on a le même style de quotas. Hein. Je pense qu'à ce jour, il les faut, parce que sinon, on ne va pas réfléchir à comment on y arrive. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement au sein de l'AFC, ce n'est pas uniquement au sein des sociétés, ça doit être bien évidemment au niveau des politiques, partout dans le monde, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc à ce jour, je suis pour le quota, pas, j'allais dire, pour le pourcentage, mais pour être certaine qu'on va avoir les actions à moyen et long terme qui vont nous permettre de changer les choses. Mais encore une fois, pas pour que le quota uniquement homme-femme, mais pour des quotas dans la diversité, parce que je suis vraiment aussi certaine que c'est comme ça qu'on peut avoir de meilleures conditions de travail en travaillant avec des gens différents. Pourquoi ça me fait peur? Je pense que vous avez tous vu ces statistiques aux États-Unis, hein, où dans les universités, en fait, ils ont mis des quotas pour avoir globalement, hein, c'est vraiment les rois des quotas. Hein. C'est difficile, hein, je tiens à le dire, quand on est dans une société américaine et qu'on est européen ou français, ces sujets sur les quotas, pour eux, c'est tout à fait naturel, et nous, c'est quasiment urticant, en fait. Hein. Et le jour où ils ont arrêté les quotas, 2 ans après, il y avait à nouveau des universités de noirs et des universités de blancs. C'est là où je ne suis pas très positive, excusez-moi, parce que je pense que cette fameuse expression « le naturel revient au galop » et on est peut-être l'exemple. Donc la vraie question, c'est peut-être pendant combien de temps il faut des quotas pour réussir à normaliser quelque chose qui doit être tout à fait normal. Je n'ai en aucun cas la réponse, mais si on reprend le point où on disait tout à l'heure, est-ce que c'est un combat? Alors c'est peut-être un autre mot, mais en tout cas, je pense qu'il faut être volontaire, il faut travailler tous ensemble si on veut passer ça. Et encore une fois, je voudrais vous remercier parce que je pense que si on n'a pas cette discussion, tout à l'heure on a eu le commentaire, je pense que tous, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on fait bien les choses? On est normal, on est pareil avec les hommes et les femmes, alors que, je sais pas, je vais vous donner des exemples. Vous avez peut-être envie de porter la valise d'une femme qui a l'air un peu lourde. Est-ce que vous avez envie de le faire avec un homme? Enfin, c'est aussi reprendre ce genre de choses ou se dire, on n'est pas complètement naturel. Et pour revenir au chef de service qui poussait un peu le trait. Alors moi, dans la façon dont je pousse le trait, par exemple, alors moi, je m'adresse pas uniquement aux femmes, mais je commence toujours par mes messages par « chères toutes et tous ». Et puis j'inverse, « chers tous et tous », juste pour me forcer à me rappeler en fait ce sorte d'évidence. Voilà. Je m'appelle Isadora, je suis interne en chirurgie à Bruxelles. Et je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure,
les messieurs se demandaient un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Et j'ai l'impression qu'en fait ici c'est mis en évidence, tout comme le débat de tantôt, où il n'y avait que des femmes présentes à l'Assemblée, enfin ou sur le débat. Il y a toujours un peu cette peur d'être maladroit en tant qu'homme et de ne pas pouvoir intervenir dans le débat, et donc de laisser ça comme étant une question purement féminine. Or que je pense qu'ici la maladresse, quand elle est bienveillante, quand on veut aller vers quelque chose, vers un mieux, c'est pas grave en tant qu'interne, en tant que femme dans un bloc opératoire. Bien sûr, il y a des maladresses, mais ça va dans les deux sens. La question des quotas, je pense qu'on est dans une société qui est malheureusement inégalitaire, donc on aura toujours des problèmes pour mettre tout le monde à niveau. Se pose la question de l'équité, et donc mixité, parité, je trouve que c'est également une nuance qui est importante. Arriver à une égalité, oui, le fond est très bien, mais arrivons déjà à une équité. N'ayons pas peur d'être maladroits. Je pense que tant que le débat est ouvert, tant que les hommes s'invitent aussi dans la question, ça va normaliser les choses et on va arrêter de cristalliser le féminisme comme étant quelque chose qui fait un petit peu peur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup plus de spectateurs dans l'Assemblée par rapport au débat de tantôt, peut-être parce que c'est plus nuancé aussi. Donc tout ça, ça peut être des clés pour normaliser les choses, tout en évidemment ne sous-estimant pas le travail que des militantes et des militants ont porté. Mais j'ai juste envie de rebondir là-dessus en disant mais c'est pas grave, soyons maladroits, tant que ça reste pour une évolution, c'est top. Merci beaucoup. Je voudrais faire un commentaire parce que moi, souvent, je dis aux femmes et aux hommes, on ne va pas avoir de souci, par exemple, à dire à une femme, n'hésite pas à pleurer. Il y a aussi des hommes qui ont envie de pleurer. Et essayons, en effet, d'arriver à gérer la sensibilité de la même façon. Et moi, ce que je remarque quand même dans les jeunes hommes, et on est tous un peu de génération qui avons des enfants, on voit une sensibilité aussi un peu différente, ce qui peut expliquer qu'en effet, un grand gaillard d'1m95 avec une barbe dise « c'est trop dur ». Et ça, je pense que c'est aussi une évolution qui va arriver. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre commentaire. Soyons maladroits, et c'est pas grave, et acceptons la maladresse de tout le monde. Merci. Et prendre confiance en soi, toujours. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui connaissez les deux milieux, vous connaissez le milieu chirurgical, puisque vous avez travaillé là, ici. Vous connaissez le milieu chirurgical, puis vous connaissez le milieu industriel non médical. Est-ce que vous avez l'impression qu'en chirurgie, on est en retard, on est pareil? Comment vous le situeriez? Alors non, vous n'êtes pas en retard. J'ai plein de casquettes. J'ai fait un choix que certaines personnes peuvent me reprocher, mais c'est de ne pas être dans un seul milieu, en effet. Et je suis aussi vice-présidente du SNITEM, en fait, qui est le syndicat en fait des industriels. Et je peux vous dire que dans certaines sociétés, ils sont bien plus en retard que ce que vous n'êtes au sein de l'AFC. Donc non, vous n'êtes pas en retard. Pas du tout. Je parlais chirurgie au sens hospitalier, hein, pas ici. Je parlais dans le travail en général, quoi, hein, dans la chirurgie, dans ce que vous avez pu voir, dans l'organisation des services, etc. Voilà, est-ce qu'on est moins enclin à favoriser Alors en tout cas, moi qui rencontre quand même pas mal de directions d'hôpitaux, je pense qu'on peut certainement augmenter l'accélération sur ce type de sujet. Et après aussi qui peut être porté par les sociétés savantes et aussi les chefs de service, parce que encore une fois, c'est des sujets. Il faut qu'on les porte. Ça va pas s'améliorer comme ça. Hein. J'aimerais que ce soit naturel. J'ai vraiment une intime conviction que si on attend que ce soit naturel, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, à mon avis, seront toujours dans le même sujet. Marc. Merci beaucoup pour les présentations, les commentaires. Je pense qu'il y a un message qui est assez clair de votre part et de ce que j'ai entendu avant. Il faut que ça bouge. Donc visiblement, il va falloir qu'on fasse des choses. Ma question, c'était pour Madame Saïdou. Il y a écrit « première femme chirurgienne ». Et donc, ça fait... voilà, quoi. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas nombreuses au Niger à être des femmes et chirurgiens. Est-ce qu'il y a des internes femmes et donc, qu'est-ce qui se passe sur la génération après vous? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous maintenant? Je vous remercie. Et tout à fait, il y a beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui m'ont emboîté le pas. Il y a beaucoup de femmes internes. Pas beaucoup comme on le veut, mais il y a quand même des femmes internes aujourd'hui
d'ici quelques années ou quelques mois, vont être des chirurgiennes. Et je ne dis pas que c'est grâce à moi, loin de là. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Peut-être parce que la majorité, il y a beaucoup, quand ils passent dans mon service, et en consultation ou au bloc, je pense que mon attitude face aux patients fait que ça les rassure et qu'elles se disent que bon, elles ne vont pas venir là pour être dénigrées ou être abaissées. Je pense qu'il y a ça aussi qui compte beaucoup. Et je pense que c'est pareil aussi pour les autres. Surtout, moi, je tire le chapeau à celles qui ont fait de l'orthopédie traumato. Bon, je l'ai toujours dit, hein. En viscéral, on travaille avec le mou, mais en orthopédie, quand même, excusez-moi pour les chirurgiens orthopédistes, je trouve que c'est assez coriace, c'est assez... Donc, celle qui venait après moi, la troisième, a choisi de l'orthopédie traumato. Donc, tout ça, je trouve que c'est une prouesse, c'est vraiment beaucoup de courage. Et je pense que notre attitude face à ces internes ou à ces externes aide beaucoup à faire avancer les choses. Et maintenant, c'est aussi à nous de faire avancer les choses, peut-être en s'associant. C'est vrai, on ne va pas se barricader, on va pas mais on peut s'associer, on peut, au cours des congrès et autres, faire valoriser ce travail et puis encourager les autres femmes à faire ce métier. Je pense que le sujet que vous abordez, c'est l'importance du rôle modèle. Ça aussi, c'est un sujet qu'on traite beaucoup dans les sociétés. Et le rôle modèle, oui, ça doit être des femmes, mais ça doit être des hommes. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi le commentaire du chef de service qui poussait un peu le trait, parce que c'est aussi un rôle modèle, en fait. Donc on a tous notre part dans le rôle modèle, je pense. On va utiliser ce mot de conclusion, alors, sauf s'il y a d'autres questions, mais pour rester dans les temps. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour ce débat. Je continue à dire que, en effet, j'assume le choix de l'avoir mis au programme. Et j'espère que, en tout cas, ça continuera à alimenter les réflexions, aussi bien du côté de la jante masculine présente que de nos collègues. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Il faut que je retire pour vous applaudir. Merci.